dans cette séance et je voudrais remercier vivement Yann Vaslavski et les autres organisateurs pour avoir fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui. Dans les 10 à 12 minutes qui suivent, je voudrais me concentrer sur les racines chrétiennes partagées entre non seulement la Russie et la France, mais ce qu'on appelle le monde occidental et la Russie, et dire que ces racines partagées sont d'autant plus importantes aujourd'hui qu'il faut faire face aux dérives de la démocratie libérale et que ces racines, je pense, nous offrent des ressources conceptuelles et pratiques pour transformer cette démocratie libérale qui nous menace aujourd'hui. Depuis l'Antiquité gréco-romaine, la démocratie a été souvent considérée comme le régime politique le plus juste parce qu'elle conjugue l'égalité devant la loi avec la liberté de conscience et d'expression. Grâce à ce double principe, les citoyens participent à la gouvernance de la cité, de la République, de l'Empire ou de l'État-nation. Et en tant que gouvernés, ils ont la possibilité de critiquer les gouvernants. En revanche, la participation civique et la critique devraient permettre au système démocratique de fonctionner et de s'améliorer en corrigeant ses propres dérives. Notamment les 4 dérives qu'ont déjà signalé Platon et Aristote, c'est-à-dire la tendance de dégénérer en oligarchie, en démagogie, en anarchie ou en tyrannie, en raison de l'indifférence à la vérité et l'indifférence au bien commun. La démocratie libérale contemporaine n'est plus en mesure d'offrir une synthèse de l'égalité et de la liberté. Le libéralisme politique subordonne la participation à la représentation, ce qui renforce le pouvoir des gouvernants aux dépens des gouvernés et limite la possibilité de critique. Par ailleurs, le libéralisme contemporain, en fait, fusionne 2 tendances qui me semblent très dangereuses. D'abord, le libéralisme socio-culturel des années 60 et le libéralisme économique des années 80. Ensemble, ces 2 courants libéraux promeuvent la liberté sans mesure et l'égalité nivelleuse. Autrement dit, des concepts de liberté et d'égalité très appauvris. En conséquence, la double révolution libérale, socio-culturelle et économique, qui peut être même une révolution libertine ou libertaire, conduit à une quadruple dérive démocratique aujourd'hui. Une convergence peut-être sans précédent dans l'histoire entre 4 éléments. Le pouvoir de la plutocratie, qui est une dérive oligarchique qu'on peut observer dans de nombreux pays, y compris les pays occidentaux bien sûr. Le despotisme de l'opinion de masse, c'est-à-dire une dérive démagogique. Troisième élément, la logique de conflit entre individus et entre nations, une dérive anarchique. Et 4e élément, la dictature du relativisme, c'est-à-dire la dérive tyrannique, qui fait qu'on impose des valeurs, mais finalement qui sont des valeurs d'un relativisme total, et donc qui crée des conditions d'anarchie sur lesquelles en fait il faut imposer un certain despotisme. Donc tous ces éléments, bien sûr, s'entrechevêtrent très étroitement. Dans cette perspective, il faut reconnaître que la démocratie libérale contemporaine s'est déjà transformée en post-démocratie illibérale. Autrement dit, toutes ces valeurs, tous ces mots de démocratie, de libéralisme, en fait, n'ont plus aucune signification. Étant donné que les principes pérennes de liberté, d'égalité, de justice nous proviennent de l'Antiquité et du christianisme, et bien sûr aussi du judaïsme, le libéralisme ne détient aucun monopole, que ce soit sur ces principes de libéralité. Ces principes qu'il faut bien sûr protéger, comme l'idée de souveraineté populaire, le droit des nations à l'autodétermination, et tous les droits juridiques qui n'ont pas été inventés par le libéralisme, mais que le libéralisme a essayé de reprendre. Par contre, la tradition chrétienne dispose de ressources indispensables à une analyse critique du libéralisme et une vision alternative. Donc, je reprends. Je ne sais pas la traduction, c'est arrêté à quel moment. Bref.
Étant donné que les principes pérennes de liberté, d'égalité et de justice nous proviennent de l'Antiquité et de la tradition judéo-chrétienne et non pas du libéralisme, celui-ci ne détient aucun monopole que ce soit sur les principes de libéralité, y compris l'idée de souveraineté populaire, le droit des nations à l'autodétermination et tous les droits fondamentaux juridiques qu'il faut protéger justement contre les forces libérales aujourd'hui. Par contre, la tradition chrétienne dispose de ressources indispensables à une analyse critique du libéralisme et une vision alternative qui est en rupture avec la logique séculière qui régit le relativisme éthique et l'absolutisme économique qui sont aujourd'hui au cœur de la démocratie libérale. Il est vrai que la démocratie, au sens de la souveraineté du peuple, repose sur les principes de la liberté et de l'égalité qui, comme je viens de le dire, nous proviennent à la fois de l'Antiquité gréco-romaine et de la tradition judéo-chrétienne. Cette rencontre entre révélation biblique et philosophie antique a donné lieu à l'hellénisation du christianisme et à la synthèse de la foi et de la raison que nous a légué le néoplatonisme patristique médiéval et aussi moderne. Il faut juste rappeler quelques noms clés, mais bien sûr il y en a beaucoup d'autres. Saint Augustin, Saint Jean Chrysostome, Maxime le Confesseur, Saint Thomas d'Aquin, Pie de la Mirandolle, Jean-Baptiste Vico, les platoniciens anglais tels que Cadworth et Shaftesbury, les penseurs du romantisme allemand, français et anglais, et surtout au XIXe et au début du XXe siècle, la pensée russe, la tradition sociologique de Solovyov, Bulgakov et aussi l'énorme contribution de Berdyaev. C'est grâce à ce renouveau néoplatonicien de la Renaissance, du romantisme et de la sociologie russe que la philosophie politique a pu développer, au-delà de l'héritage antique, les notions de constitution mixte, bon gouvernement, ainsi que la poursuite du bien commun et de la vie bonne. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une vision nostalgique, voire réactionnaire. Au contraire, il s'agit de renouveler ces idées, parce qu'en fait, il s'agit de principes pérennes et d'un réalisme à la fois métaphysique et politique. Alors que le libéralisme repose bien sûr sur des fondements nominalistes et volontaristes, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas d'universaux dans les choses, que les concepts universaux sont purement des concepts mentaux que nous projetons sur la réalité, et que la volonté est plus essentielle, plus fondamentale que l'intellect. C'est justement pour ces raisons que le libéralisme tend toujours à ces dérives que j'ai essayé de décrire au début de mon intervention. Justement, le libéralisme moderne, de John Locke à John Rawls, en passant par tous les penseurs libéraux, est l'héritier de la pensée nominaliste et volontariste du Moyen-Âge tardif. Par exemple, le pouvoir absolu divin qui prime sur le don divin de la paix, comme chez Guillaume d'Occam, la volonté du souverain qui se substitue progressivement à celle du pape ou du patriarche, on retrouve aussi chez Occam et chez d'autres, le primat du mal vis-à-vis du bien, dont nous a parlé Paul Grenier tout à l'heure, bien sûr au sujet de Marc Lévesque, mais aussi la régulation de la violence supposément originelle qui caractériserait notre état de nature, bien sûr qu'on trouve chez Hobbes et Locke et bien d'autres. Et depuis l'âge des Lumières et le triomphe de la pensée positiviste et utilitariste au XIXe siècle, la recherche du bonheur en fait signifie essentiellement la satisfaction des désirs individuels. La promesse d'émancipation, qu'on retrouve aussi bien sûr chez Darwin et chez Marx, se traduit en liberté essentiellement négative, c'est-à-dire l'absence de contraintes et de fins éthiques communes au profit d'une liberté individuelle et d'un choix personnel sans aucune contrainte sauf la loi et la conscience personnelle. Cette conception appauvrie de la liberté érige en principe pérenne nos goûts et nos opinions personnelles. Et je pense qu'ici la remarque du pape émérité Benoît XVI est encore d'une grande actualité. Et je le cite: on est en train de mettre sur pied une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et qui donne comme mesure ultime uniquement son propre ego et ses désirs. Fin de citation. Dit autrement, la recherche du bonheur qui est purement individuel est compatible avec ce relativisme moral qui caractérise la démocratie libérale dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui. Et cette perspective du pape Benoît XVI est, à mon avis, entièrement partagée par le patriarche Kirill et tout l'enseignement social de l'Église orthodoxe russe, qui dénonce également le relativisme et qui essaie de renouveler l'héritage chrétien, parce que c'est l'héritage
que nous avons en commun, malgré toutes les différences, malgré les divergences, et bien sûr une histoire extrêmement difficile. Surtout, comme l'a dit John, au XXe siècle. Mais dans cette perspective, il n'est guère surprenant que le christianisme mette en garde contre les dangers de la démocratie libérale. D'une part, le fait d'être indifférent aux notions de vérité et de bien commun, et par conséquent de délaisser la politique à la merci des démagogues et la fureur des foules. D'autre part, de bafouer les libertés civiles et les principes universels de libéralité, les conditions de détention, de processus, de habeas corpus, tout ce qui a été en fait suspendu par une grande partie du droit international, comme aussi l'a expliqué John tout à l'heure. Toujours sous le prétexte de protéger les valeurs sur lesquelles reposerait la démocratie libérale. Mais ces valeurs, me semble aujourd'hui, sont entièrement vides, en tout cas vidées de leur sens. Par ailleurs, de réduire la liberté à l'absence de contraintes et ainsi de dissoudre les liens communs entre citoyens, entre êtres humains, y compris le lien du mariage et des liens entre communautés et associations. Enfin, d'imposer par la force du pouvoir étatique et du marché libre une libéralisation économique et sociale qui entraîne une égalité niveleuse et risque d'aboutir à une dictature douce. La tutelle, accompagnée de la servitude volontaire dont nous parlait déjà Alexis de Tocqueville au XIXe siècle, mais aussi, bien sûr, la critique de la philosophie moderne que nous propose Soloway. Je conclus en disant que nos racines chrétiennes partagées nous offrent toujours une grande richesse, y compris la tradition constitutionnaliste et l'idée de gouvernement mixte, qui, je pense, peuvent être mises en œuvre encore aujourd'hui parce qu'elles représentent une véritable alternative au régime politique comme au régime économique libéral d'aujourd'hui. Ces traditions ont vocation de corriger la quadruple dérive de la démocratie libérale, c'est-à-dire l'oligarchie, la démagogie, l'anarchie, la tyrannie, et de proposer une vision alternative qui met l'accent sur l'équilibre entre les trois pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, et aussi mettre l'accent sur l'ordonnancement au bien commun. Ces notions de bien commun et de libéral remettent au centre de la politique et de l'économie l'idée de fins éthiques communes qui ordonnent le comportement des personnes et de la vie en société. Selon Aristote, la quête de la liberté comprend la recherche du bonheur individuel et collectif, et en même temps ne se limite pas à celui-ci, ne se limite pas à la pure maximisation de l'utilité, comme on le dit aujourd'hui, ou bien le pur bonheur individuel indépendamment des autres. Au contraire, la vision chez Platon, Aristote, chez les pères et les docteurs de l'Église est une vision qui poursuit la perfection des talents de chacun, la pratique des vertus et la quête du bien commun auquel tous peuvent participer. Le bien commun n'est pas simplement une abstraction, n'est pas simplement imposé par les élites. Au contraire, il se traduit par des biens concrets qui ne sont ni exclusivement publics, ni purement privés, mais accessibles à tous. Que ce soit la préservation de l'environnement ou l'autonomie des institutions intermédiaires sur laquelle repose la société civile. Les valeurs dominantes telles que la démocratie ou les droits de l'homme individuels aujourd'hui relèvent trop souvent de la procédure formelle et manquent de contenu concret pour orienter l'action humaine vers la vie bonne et le bien commun. Par conséquent, et je conclue par cette idée, ce sont les vertus morales et civiques qui nous offrent une meilleure fondation pour un rapprochement entre l'Europe occidentale et la Russie, des vertus comme le courage, la générosité, la gratitude, la loyauté et la fraternité. Je vous remercie.